très bien, par exemple. Merci, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde, honorable assistance, bonjour. Donc, c'est avec honneur d'être parmi vous pour présenter l'essentiel de mon travail. C'est un travail qui avait réalisé au laboratoire d'hydrochromatologie de l'Université de Porto dans le cadre de préparation de leur thèse de doctorat, donc en participation notamment de Dr Mamou. Il est intitulé par Simultaneous Extraction and Determination of Preservatives and Antioxidants in juicy sample by optimized microextraction method using structural composite design and validated with accuracy profile. Donc, c'est un travail qui a fait l'objet d'une publication récemment dans le journal Forestier International, c'est un journal très connu, et qui va permettre donc une soutenance, Inch'Allah. Alors, comme on sait bien que dans le secteur du contrôle de qualité des produits alimentaires, notamment du produit alimentaire, la complexité des matrices pose des problèmes majeurs d'ordre analytique, tels que la dégradation des instruments analytiques, si on prend par exemple les colonnes, si on injecte des matrices qui sont très chargées, cela va produire la dégradation des colonnes au fur et à mesure qu'en injectant ces matrices-là. Il y a un problème aussi de sensibilité des méthodes, notamment en Algérie. Il n'y en a que la présence des HPLC, le meilleur labo possède un HPLC, et ces HPLC-là, avec les détecteurs UV visibles, ne sont pas vraiment très performants pour détecter des substances en état de trace. Il y a aussi le problème de sélectivité des méthodes analytiques, ainsi que la préparation. Donc, pour cela, tous ces problèmes-là nous incite à préparer des échantillons pour éviter ces problèmes. Et cette préparation des échantillons représente généralement 80% du temps total de l'analyse. Donc, il y a différentes procédures simples incluant généralement les processus de dilution, de précipitation, de filtration et de centrifugation sont utilisés dans la préparation des échantillons avant l'analyse. Néanmoins, l'importance de ces processus peut être sous-estimée car toutes les erreurs qui se produisent à cette étape ne peuvent pas être corrigées même par la meilleure méthode de séparation et de détection. Donc, des extractions sont typiquement nécessaires. Donc, on doit procéder par des extractions, et les extractions qui sont les plus utilisées sont les extractions liquide-liquide, liquid extraction, et les SPE, solid phase extraction. Ils sont très utilisés par ailleurs. Ces dernières présentent certains inconvénients. On les a très utilisés avant, mais récemment, on a montré que ces derniers présentent des inconvénients tels qu'ils nuisent à la santé de l'analyste en utilisant des solvants très toxiques à des volumes très importants, nuisent à l'environnement et posent aussi un problème d'ordre économique en utilisant des volumes très élevés. Suite, on va très bien expliqué. Alors, il y a aussi de plus le dosage des composés en faible concentration nécessite des techniques très sophistiquées, autres que HPLC visible. Donc ces techniques-là sont la LCMS, les autres techniques très sophistiquées, la LCMS comprend bien, et qui ont une haute sensibilité. Alors, ces problèmes-là sont résolus par le développement des techniques de micro-extraction qui sont apparues depuis les années 1990 pour les extractions des composés organiques et inorganiques. Donc, il y en a plusieurs techniques qui sont développées, telles que les techniques SPME, Solid Phase Microextraction, et les Liquid Phase Microextraction. Donc, les techniques de micro-extraction en phase liquide sont divisées en Single Drop Microextraction, Hollow Fiber Liquid Phase Microextraction et Dispersive Liquid Microextraction. Donc, la Single Drop Microextraction, c'est une technique qui est la première qui est développée. Là, dans cette technique-là, on utilise une goutte d'extraction. Donc, ces extractions-là, lorsqu'on utilise une goutte, cela produira un détachement de la goutte à force de l'exercice. Il y a aussi, ensuite, on a développé la méthode qu'on appelle Hollow Fiber Liquid Phase Microextraction. Donc, Hollow Fiber, ça veut dire des fibres vides
dans lesquels on met notre soulevant pour le protéger de détachement. Ensuite, cette technique aussi présente plusieurs inconvénients et récemment on a développé une autre technique qui s'appelle Dispersive Liquid Micro-Extraction. Elle est développée en 2006 par une équipe iranienne et on l'a optimisé dans ce travail-là. On a optimisé une méthode de Dispersive Liquid Micro-Extraction pour l'extraction et le dosage des conservateurs et des antioxydants de différentes polarités. Donc cette technique a été développée premièrement par Razaï en 2006 comme une simple méthode miniaturisée pour le dosage des composés organiques dans l'eau et qui est basée sur l'utilisation d'un mélange de solvants d'extraction et de dispersion. Voilà le schéma. Donc vous avez votre échantillon. Dans votre échantillon, vous allez injecter un mélange de solvants de dispersion et de solvants d'extraction. Une fois que vous avez injecté ce mélange-là avec votre échantillon qui est une phase aqueuse, il y aura une formation cloud dissolution, donc un trouble. Ce trouble-là, vous allez centrifuger et vous pouvez récupérer votre phase qui sera sédimentée. Donc pour optimiser une méthode, il y en a plusieurs paramètres à optimiser. Donc la technique est basée sur l'optimisation de différents paramètres qui permettent d'avoir une meilleure sensibilité. Dans notre cas, on veut avoir une meilleure sensibilité, donc une meilleure détection. Ces paramètres qui ont une influence sur la sensibilité sont le choix des solvants d'extraction et le solvant de dispersion et le volume de ces deux solvants, le choix de pH, le choix de l'échantillon, l'étude de l'effet de la force ionique ainsi que d'autres paramètres secondaires tels que le volume de l'échantillon, la vitesse de centrifugation, la vitesse et le temps de centrifugation et de vortex ou bien d'ultrasons. Si on a appliqué les ultrasons. Donc pour le choix de solvants d'extraction et de dispersion, ces deux solvants doivent répondre à certaines exigences, telles que ces solvants doivent être non miscibles avec l'eau. Ce solvant doit être non miscible avec l'eau pour assurer sa séparation de l'eau. Ils doivent avoir une plus grande affinité aux analytes à extraire, évidemment, et une densité plus élevée que l'eau pour faciliter la récupération et la sédimentation de solvant. Par contre, le solvant de dispersion, c'est un solvant qui permet la dispersion pour avoir un trouble. Donc, cela nous permet d'augmenter le taux d'extraction. Ces solvants, généralement, les plus utilisés sont l'éthanol, le méthanol, l'acétone et l'acétonitrile. On les utilise parce que ce sont des solvants solubles dans l'eau, voilà, miscibles avec l'eau, et sont miscibles avec la plupart des solvants d'extraction qui ne sont pas miscibles avec l'eau. Voilà, on a fait un plan d'expérience 4x2 pour sélectionner parmi les différents solvants utilisés ou bien étudiés. On a fait ce plan qui nous a permis de sélectionner l'acétone et le chloroforme comme les deux solvants d'extraction et de dispersion les plus appropriés. Alors, l'application maintenant, comme il y a plusieurs paramètres qu'on doit optimiser, on doit donc optimiser ces différents paramètres. Donc, on a choisi une modélisation par plan d'expérience pour optimiser ces paramètres. On a choisi donc 4 facteurs qui ont une influence sur la sensibilité, tels que le volume de solvant d'extraction, le volume de solvant de dispersion, le pH de l'échantillon et la quantité de sel, bien l'effet de la force ionique. Donc l'application de la méthode d'expérimentation pour optimiser les paramètres. Dans ce travail, donc, on a utilisé 2 plans d'expérience qui sont appliqués. Le premier plan, c'est un plan factoriel complet à 2 niveaux, utilisé pour le screening des principaux facteurs affectant la procédure. Donc on a utilisé un plan d'expérience pour le screening, pour choisir les principaux facteurs qui ont une influence. Ensuite, à partir de résultats de ce premier plan d'expérience, on a maintenant appliqué un autre plan d'expérience complet qui est Central Composite Design, consistant en un plan factoriel complet à deux niveaux et avec 6 points au centre et 2 points axiaux pour chaque facteur séparés d'une distance alpha égale 2. De centre, de plan et avec un total de 30 expériences utilisées pour optimiser les facteurs significatifs sélectionnés lors de screening. Donc toutes les expériences sont randomisées dans ce plan pour minimiser l'effet des facteurs incontrôlables et la réponse
de la somme des... la réponse est considérée, on a pris une réponse comme la réponse des composés, de la somme des aires de pic des composés étudiés. Voilà l'analyse des résultats. On a utilisé le logiciel Design Expert pour valider ces deux plans. Le premier plan, c'est le plan screening. Il est valide. Comme vous voyez bien, la p-value est très inférieure à 0,05, qui est la norme recommandée. Ensuite, à partir de là, vous voyez bien que le pH n'a pas d'influence. L'extraction solvent, le solvant d'extraction, il a une influence avec une p-value inférieure à 0,05. Le solvant de dispersion, il a une p-value supérieure à 0,05, donc il n'a pas une influence. La quantité de sel présente une p-value qui est inférieure à 0,05, elle est de 0,004, donc ce paramètre, ou bien ce facteur, présente une influence. Par contre, l'interaction entre le pH et le solvant d'extraction, le solvant de dispersion présente une influence. Donc, on était obligé de choisir les 4 paramètres puisque l'interaction entre ces deux paramètres présente une influence. Voilà, on a validé notre plan en utilisant les arrows carrés qui sont des quantités qui permettent d'étudier la variation des réponses par rapport à une moyenne donnée. Ces arrows carrés doivent être le plus proche de 1. Donc, ils doivent être généralement supérieurs à 0,80 pour valider la méthode, votre plan. Et on les trouve ici qui sont supérieurs à 0,80. Donc, notre plan d'expérience appliqué sur le screening est valide. Voilà. Maintenant, on a appliqué un plan d'expérience CCD, Central Composite Design, pour l'optimisation des différents paramètres choisis lors du screening. Et à partir de là, on détermine que le modèle est significatif et tous les facteurs sont significatifs. Ensuite, on a appliqué, donc les arrows carrés sont des très bons arrows carrés, donc la méthode, le plan est valide. On a appliqué la méthode des surfaces de réponse pour l'optimisation et on est passé par la fonction de désirabilité qui est bien définie par le professeur Odanduna, qui est la fonction de désirabilité généralement vous permet de, quand vous voulez, vous avez un travail, si vous voulez optimiser par exemple une réponse, vous allez appliquer la fonction d'optimisation comment s'appelle ça? On va appliquer la fonction qui vous permet d'augmenter la réponse, ou bien vous pouvez aussi appliquer la fonction quand vous voulez avoir des réponses minimales, vous pouvez aussi appliquer la fonction qui vous permet des réponses minimales. Donc les conditions optimales ont été trouvées comme le volume de solvant d'extraction était à 350 microlitres, le volume de solvant de dispersion était 625 microlitres, le pH 2 et la quantité de sel 0,85 g par 5 ml d'échantillon. Donc on a validé la méthode selon l'approche de CFSTV 2006. Dans cette approche, les différents paramètres sont évalués séparément. Donc quand on évalue ces paramètres séparément, dans ce cas-là, il y a un seul généralement on utilise certaines méthodes de validation qui permettent la validation de chaque paramètre à part, mais dans le cas d'utilisation de cette approche, donc on a validé les deux principaux paramètres à la fois, à savoir l'erreur de randomisation qui est représentée par le manque de pression, le temps de randomisation, et l'erreur systématique qui est représentée par le manque d'exactitude. Donc cela va conduire directement, quand vous validez une méthode en utilisant les méthodes classiques, vous validez chaque paramètre à part. Donc, dans certains cas, cela conduira à des conclusions ambiguës entre ces deux critères et on pourra accepter des méthodes qui ne sont pas valides, généralement. Alors, comme je viens de dire, dans ce travail, une nouvelle approche de validation développée par SFSTV 2006 et qui est basée sur le profil d'exactitude est utilisée. Donc, les profils d'exactitude, cette méthode est basée sur l'erreur totale qui permet d'évaluer l'aptitude d'une méthode à produire des résultats exacts. L'erreur totale, donc, est une combinaison de biais de la fidélité intermédiaire. Alors, on va expliquer un peu la démarche de cette validation. Vous
Donc, pour chaque méthode, vous avez des erreurs systématiques et vous avez des erreurs aléatoires. C'est la variabilité ou bien la fidélité intermédiaire représentée par la précision. Donc, la somme de ces deux erreurs vous donne l'erreur totale de la méthode et elle est représentée par l'exactitude ou bien accuracy. Alors, combien de temps? Vous l'avez dépassé? Ok, dommage. Ok, il n'y a pas de souci. L'invitation a été présentée par... Ok, il n'y a pas de souci. Alors, donc, en conclusion, dans ce travail, une méthode d'extraction nommée Dispersive Liquid Liquid Extraction a été optimisée et validée pour le dosage des différents conservateurs et antioxydants dans les jus. L'optimisation a été réalisée en utilisant un plan d'expérience ici qui permet de réduire le nombre d'essais réalisés et permet une randomisation et une orthogonalité de votre plan d'expérience pour assurer l'interaction entre les facteurs. Et la validation de la méthode a été réalisée par la nouvelle démarche développée par SFSP 2006 en utilisant le profil d'exactitude en se basant sur l'erreur totale. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur Olivier, pour votre présentation.